Docteur Ducournau, comment vous est venue l'idée de créer le VRS? L'idée ne m'est pas venue, en fait, elle s'est imposée à moi. Je vais vous raconter l'histoire, elle est assez intéressante. J'étais invité c'était en 1999, dans un ancien pays de l'Est, à faire une démonstration chirurgicale pour montrer les techniques que j'avais mises au point. Et au lieu de me montrer 7 ou 8 malades pour choisir les 5 que je devais opérer le lendemain, j'étais face à 25 malades, tous plus graves les uns que les autres, des jeunes, 35 ans, 36 ans, œil unique pratiquement tous, avec un décollement gravissime, diabétique. Et je m'étonnais, je demandais au professeur qui m'invitait, mais pourquoi m'avez-vous mis des malades si peu télégéniques qui vont pas bien passer en chirurgie en direct? Il m'expliquait alors que c'était pour avoir ces malades opérés, car dans ce pays, à l'époque, pour 40 millions d'habitants, il n'y avait qu'un seul vitréo-chirurgien expérimenté, capable d'opérer ces cas-là, et que ce chirurgien ne pouvait accepter les malades venus de cette ville. Je compris donc que je devais sélectionner, comme Dieu le Père, les malades qui pouvaient avoir une chance de s'en sortir et d'avoir une petite vision, et les malades qui devaient rester définitivement aveugles. C'est une chose épouvantable. Ce fut certainement pour moi la soirée la plus dramatique dans ma vie professionnelle. Je revois encore les familles derrière les malades, derrière les enfants qui m'imploraient des yeux de sélectionner leur enfant. Et de retour dans l'avion, je décidai de changer ma vie. Ma femme accepta qu'on réduise notre train de vie et je décidai de travailler à mi-temps pour monter une structure capable de faire un vrai enseignement, enseigner réellement ces chirurgiens qui sont nos amis, nos cousins. Qu'entendez-vous par un vrai enseignement? Il y a toujours eu beaucoup de congrès, mais la plupart des congrès étaient d'une autre forme, d'une autre philosophie. À l'époque, les congrès existants, il y avait deux sortes de congrès. Il y avait les congrès où il y a des professeurs ou des privés qui invitent des confrères à parler selon qu'ils sont copains avec eux, selon qu'ils sont dans la même ligne de pensée. Il y a un genre de club et il y a dans ces cas une espèce de dictature monoculturelle, on pourrait dire. Ou bien il y a les congrès nationaux où deux choses l'une, où l'orateur est quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui est dans une phase de montée en puissance dans sa notoriété, et à ce moment-là, il cherche à montrer qu'il fait partie des grands, que les professeurs peuvent s'intéresser à lui, ou bien, et il va présenter des statistiques en les présentant sous la meilleure forme, oui, sur la forme la plus attractive, ou bien ce sont déjà des gens qui sont déjà arrivés à un certain niveau et qui veulent montrer qu'ils sont toujours dans la course, et à ce moment-là, ils présentent aussi des résultats et qu'ils présentent du mieux possible. Mais ça, c'est pas de l'enseignement. Ça, c'est du star system. C'est un système pour montrer qu'on est bon, pour montrer qu'on fait partie des grands. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais que l'on puisse enseigner les gestes, les raisons, les philosophies, les raisons des choix, les concepts, comme fait un artisan quand il va apprendre à son novice comment on attaque une pièce de bois ou comment on taille un bloc de pierre. Je voulais que l'on parle des vraies raisons des choix, et pour ça, il ne faut pas parler des résultats. Le résultat n'est là que pour montrer la validité du choix. Mais la vraie chose à enseigner, c'est le comment et le pourquoi. Et ça demande beaucoup d'efforts intérieurs, d'aller chercher au fond de soi-même ce qui a motivé les raisons du choix. Et il faut s'oublier,
Il faut oublier de présenter de trop bons résultats. Il vaut mieux présenter les échecs. D'ailleurs, le prochain congrès que j'organise à Venise en 2007, que j'ai appelé Errare Humanum Est, ne sera consacré qu'aux échecs, qu'aux incidents, qu'aux complications, qu'aux erreurs diagnostiques, pour que les gens ne cherchent pas à se mettre en avant, mais montrent réellement quels ont été leurs vrais problèmes. Et je pense que c'est en montrant les problèmes qu'on apprend, qu'on enseigne, beaucoup plus qu'en montrant des résultats formidables. Un vrai partage des connaissances. Un vrai partage des connaissances. Des techniques également. Des connaissances, des techniques. Je pense qu'il faut qu'une société, et a fortiori les sociétés scientifiques, s'orientent vraiment dans le partage vrai, dans la générosité, dans le partage des connaissances, dans le partage des techniques, des philosophies, des concepts. D'autant qu'on a cette chance en Europe d'avoir une diversité culturelle, c'est ce qui fait la richesse de l'Europe, c'est ce que les Américains, quand ils viennent en Europe, aiment à trouver, c'est cette diversité des concepts et qu'ils ramènent dans leur pays, puisqu'ils sont un peu plus gérés par une monoculture intellectuelle. Partage et générosité semblent être les maîtres mots de votre discours. S'il y a un domaine où la générosité et le partage doivent s'exercer pleinement, c'est dans l'enseignement des nouvelles techniques pour obtenir un meilleur traitement des gens. Ça, c'est beaucoup plus important que l'ambition personnelle de chacun. Comment pensez-vous insuffler cette générosité? J'essaye de le faire, c'est pas facile. J'essaye de le faire dans la société européenne. Deux exemples. Nous avons organisé chaque année ce qu'on appelle une training school. C'est en Allemagne, c'est Klaus Lücke qui s'occupe de cette training school. Pendant 15 jours, 45 étudiants, on limite à 45 pour avoir une interactivité importante. 45 étudiants viennent vivre dans un hôtel pendant 15 jours. Et 17 chirurgiens du monde entier, très connus dans un domaine très pointu de la spécialité dans la chirurgie de la rétine, viennent passer 3-4 jours avec eux et enseignent 10 heures par jour le meilleur de leurs connaissances. Ils restent le soir avec eux, ils mangent avec les étudiants, et tout cela gratuitement. Par ailleurs, deuxième exemple, j'ai mis sur le site web une bibliothèque comprenant une quinzaine d'heures de vidéos, car on s'est spécialement investi dans la vidéo pour l'enseignement. Et vous avez ici l'exemple d'une salle de vidéo qui permet à faire des films de techniques chirurgicales. Donc 15 heures de vidéo et des centaines de conférences, comme si le praticien était dans la salle de conférence, où il a la conférence en elle-même qui est présentée devant lui, pour lui permettre de choisir les meilleures techniques, de choisir surtout les philosophies les plus adaptées à son mode d'exercice. Et tout cela, bien sûr, est gratuit, ça demande beaucoup d'investissement, mais je pense qu'on touche là le fond de ce qu'il faut obtenir, c'est-à-dire un enseignement vrai à la portée des plus démunis. En somme, vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait de l'évolution de la Société européenne de chirurgie de la rétine. Je suis satisfait à 2 points de vue. Premièrement, il y a aujourd'hui près de 1000 membres qui sont inscrits à cette société. C'est un chiffre énorme quand on sait qu'il n'y a que 150 chirurgiens de la rétine en France. Donc 1000, c'est quand même, ça représente 7 ou 8 fois la France. Je suis satisfait aussi, surtout quand je pense au pays dans lequel je suis allé il y a 6 ans, où il n'y avait qu'un vitréochirurgien expérimenté, et où aujourd'hui, il y a 6 vitréochirurgiens expérimentés qui se réclament de l'EVRS, qui se réclament de la société européenne, et ça me récompense tous les efforts, tous les sacrifices financiers que j'ai pu faire depuis 6 ans. Merci.